Et cela, c'est le combat de la faculté de sciences, c'est de vous permettre de vous intégrer et de comprendre que vous formez un seul peuple, et donc vous êtes les seuls garants de la nation comorienne, et par conséquent, le village, la ville, le quartier doit disparaître quand vous arrivez dans les enseignes de l'Université de Goma. De la faculté des sciences et techniques, Monsieur l'ancien président de l'Université des Comores, Messieurs les docteurs, Messieurs les conférenciers, Messieurs les enseignants, chers étudiants, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afikiri nikiwa ishara kwa ubahadilio wa kapati ya tamjid chassi wa Comores Sons na son excellence le doyen Yihanza wa ngodorongo haku yenu hashkomor Yihanza hena mpika wa Yihanza yenu hashkomor mengonu hizo ndokanga kwa konkuru ya poem za shikasicha yonongo mwazala mauka Yihanza shikasicha yedemana kokongio munasaba ndio shobaha ikarongo shikasicha kina umenya taroko hamanina nikao ibarnamaj ya misone songa sina kuyamuchi yoka tarehe ya leo samedi ya leo 22 faculté des sciences bâtiment collectif organiser activités amishao journée d'intégration et d'orientation ikauzani saufanyisha ranzi mwahajana umahauno réunissons d'ailleurs à organiser ces activités de journée d'intégration et d'orientation. Il y a une ouverture, il y a ces activités d'analyse. Hamadena ne kawa barnamaj haelewa ikabilite ranzi sabili randisa ye conférence haruma et système LMD système ikawa yono iliyo haruma université hatuli someo yende system iliyo hapa university zinji wanaenda wote ma wakati kuchashina ruhusu hauka moja bidike libitie conférencier msaubishi yende mana poko et conférence sur le système LMD kai sote wao ou bien wakati msaubishi ya hichi sote automatiquement sha kai nao vira maana ketofanyisha ikasactivize conférence ngasiwonze amadena nazone siwa namotoka kasiwa stand des orientations wakati yo namotoka échange entre les étudiants et les enseignants haina kutoka na swala haina ule na problem kama system LMD kutoka na uhuri wa huzisa ili yaonesiwa maelezo zaidi yende bana huko au niveau de ces conférences sociales inu de ouverture il y a des journées d'intégration et d'orientation. Si le groupe faculté des sciences, il y avait des Garitomua qui rasmi ces activités, et discours, il doit être les Ivan et Munishimi en son excellence, monsieur le doyen de la faculté des sciences. Vous devez nous dans la monsieur le doyen, Johnny Sai discours et Garitomua, ces conférences, il y a sous été bouchées, notamment les départements en sciences de la vie, en sciences de la terre. Il y a eu Johannes Simon et son excellence le docteur Roulette. Dans les Abogarichorunga, questions sur les débouchés, étudiants et conférenciers. Bonjour, c'est Masala. Dans les Abogarichorunga, séances de parrainage, il y a différentes activités qui sont aussi organisées. Karibou, Michino, monsieur le doyen, c'est tout. Excellence, monsieur le président l'ancien président de l'Université de Comores, Excellence, monsieur l'ancien doyen de la faculté des sciences, chers amis conférenciers, chers collègues, chers participants en vos rangs et qualités, et chers enfants étudiants que nous avons ici présents. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam.
la vérité, je n'ai pas de discours. Ça m'a un peu surpris, je vais donc devoir improviser un discours. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre des journées de l'orientation de l'intégration au sein de la faculté de sciences de l'Université des Comores. Ces journées, nous sommes donc sur la deuxième session de ces journées. Ils s'organisent dans le cadre de l'intégration, parce que nous avons beaucoup d'étudiants qui nous viennent de toutes les régions et toutes les villes des Comores. Et par habitude, nous autres Comoriens, on est toujours restés dans le système des super batailleurs. On s'enferme dans nos villes, on s'enferme dans nos régions, on s'enferme dans nos villages et souvent, on s'enferme dans nos quartiers. Il arrive parfois qu'entre nous, on s'identifie plus dans son quartier que dans son pays. Et malheureusement, cela se répertorie parce qu'on s'identifie beaucoup plus à son village qu'à son propre pays. Souvent, bon nombre parmi vous sont prêts à mourir si on insulte le village. Et très peu parmi vous sont prêts à se battre pour défendre le drapeau national. Et cela, c'est le combat de la faculté de sciences, c'est de vous permettre de vous intégrer et de comprendre que vous formez un seul peuple, et donc vous êtes les seuls garants de la nation comorienne. Et par conséquent, le village, la ville, le quartier doit disparaître quand vous arrivez dans les enseignes de l'Université des Comores. Pour cela, nous avons organisé un certain nombre d'activités qui doivent vous permettre de vous rendre compte que vous êtes un et indivisible. Les jeux qui sont les activités ludiques qui sont organisées en juin sont absolument et exactement les mêmes que ceux qui sont organisés en Grand Comore. Les mêmes façons de faire que vous avez à Mayotte sont exactement les mêmes que ceux que vous avez à Moïse. Celui qui arrive à vous faire croire que vous êtes différent, c'est juste, cette personne-là a un nom. Ça s'appelle un politicien. Qui cherche une chose, avoir des voix et surtout n'avoir jamais à présenter un bilan. Parce que s'il doit présenter un bilan, il sera négatif. Et à ce moment-là, vous allez le juger sur ses actes. La seule façon de se faire élire tous les ans, c'est que vous le choisissez parce qu'il appartient à votre village. Et ce système s'est perpétué pendant des années et ces journées sont organisées pour dire c'est terminé. Aujourd'hui, nous, scientifiques, nous disons non à ce système et nous allons vous le montrer en organisant toutes les activités qui nous permettent de savoir qu'en réalité, nous formons un seul peuple et ce peuple est indivisible et ce peuple s'appelle les Comoriens. Au-delà de cette dimension ô combien politique, nous restons quand même scientifiques et donc nous sommes dotés au moins d'une chose, une rigueur et surtout une logique. Et nous restons cartésiens. Par conséquent, quand vous arrivez à la faculté de sciences, vous vous attendez à avoir une formation qui vous ouvre des portes pour votre avenir. Et c'est donc pour ça c'est donc dans ce cadre-là que nous organisons les journées de l'orientation pour que vous sachiez quelles sont les opportunités. Pour que vous sachiez quelles sont les opportunités qui vous sont offertes et surtout vous rendre compte d'une chose. Et surtout vous rendre compte d'une chose. Nous autres scientifiques, sans être prétentieux, nous avons sur notre dos le poids du développement de tous les pays du monde.
Et ce pays ne se développera pas avec des discours de philosophie, bien que cela soit très important. Ce pays se développera par l'énergie, par l'agriculture, par les bâtiments, par les ponts et chaussées. Ce pays se développera par la biologie marine, par la pêche, et tout ce que vous avez la possibilité de faire. Et donc c'est pour ça que j'insiste et je le répète, vous avez sur votre dos le poids du développement de votre nation, et qu'au-delà de votre identité, mais que vous ayez un objectif commun, c'est de se tenir tous la main vers un objectif qui est la lutte contre la pauvreté et le développement de notre pays. Chers compatriotes et chers amis, je déclare par la même occasion ouvert les deuxièmes journées de la faculté de sciences sur l'intégration de la nation. C'était avec un grand plaisir que nous avons suivi monsieur le doyen de la faculté des sciences. Si j'ai mis les photos pendant qu'il parlait, c'est pas par manque de politesse, mais c'était pour montrer que pendant qu'on vous montre la lune, certains regardent le doigt. C'est-à-dire que pendant que le doyen vous explique des choses, il y en a qui s'occupent d'autres choses. Alors, il y en a qui regardent le portable, il y en a qui regardent ceci. Mais c'est pour vous dire que nous avons une chance aujourd'hui de pouvoir parler ensemble, pas pour parler de la cellule et de son développement, pas pour parler de physiologie, mais de vous parler quel est le but de ce que vous apprenez et comment faire que vous soyez des professionnels, comme il l'a dit, que vous allez sauver ce pays. Parce que dans ce pays, tout le monde se plaint. À la limite même, on pourrait mettre un mur appelé le mur de lamentation des Comores. Tout le monde se lamente. Mais personne n'a jamais pensé à la solution. Donc nous avons un petit moment, parce que j'avais préparé une présentation d'une vingtaine de minutes, je vais aller très vite, parce que je dois faire 15 minutes. Mais avant de venir à l'essentiel de ce que je vais vous présenter, je vais essayer de faire un recul sur l'histoire pendant 3 ou 4 minutes pour savoir d'où on est parti, où est-ce que nous sommes actuellement. Alors, j'ai mis un jeune qui est là et qui est en train de se poser la question. Tout le monde pense ce qu'il veut. Il regarde la montagne, s'il peut escalader la montagne. Il se demande s'il peut prendre l'avion pour partir. Et puis se pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Bon, j'ai un problème avec le micro, chers amis, et j'ai la voix des micros. Alors, je voudrais vous dire qu'il y a plus de 100 ans, il n'y avait pas d'école aux Comores, il n'y avait que l'école coranique. Ensuite, voilà comment on vivait il y a 100 ans. Voilà les mosquées, comment ils étaient à l'époque. Voilà ce qu'était le petit marché que vous voyez à Moroni. Voilà comment les gens s'habillaient à l'époque. Voilà comment étaient les enfants. Alors, l'école a été ouverte en 1859 à Mamoudzou. Ensuite, on a l'école de Dardi, bien évidemment. Et à l'époque, il y avait 54 élèves. En 1923, il y avait 143 enfants qui se trouvaient sur les bancs de l'école. Et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, à peine 3% de la population comorienne était scolarisée. Voilà les premiers élèves de l'école primaire, l'école française, en 1898. Jusqu'aux années 50, l'archipel ne possédait pas suffisamment d'écoles. Les élèves allaient à Madagascar pour aller terminer leurs études. Et les premiers Comoriens reçus au bac, c'était en 1953. Il y en avait 2 seulement. Donc voici un petit peu cette période coloniale où toutes les décisions se prenaient par les colons. Et puis le premier collège est enversé fort à Mitsaniouli en 1954. Et puis à partir de 1959, on a eu les examens. Pour entrer au CM1, il fallait faire un examen, un concours.
Et pour entrer en 6e, il fallait faire un concours également. Le collège est arrivé au lycée, et puis il est transféré à Moroni, et puis on a ouvert les classes de seconde en 1963, et puis on a fait les terminales en 1965-1966. Voici le lycée de Moroni, comment il était à l'époque. La première promotion, donc en 1965-66, a passé le bac, c'était dans l'académie d'Aix-Marseille, ou Aix-en-Provence. Et puis il y avait 30 à 50 bacheliers par an. Rentrée 71-72, c'est là, et en 78, on a commencé à avoir les 300 bacheliers par an. Alors, pour arriver aujourd'hui, parce qu'il fallait comprendre ça c'est un tableau qu'on a eu en 2009 que je n'ai pas pu réactualiser. Vous voyez un petit peu au total national, on avait 163 710 enfants qui étaient scolarisés. Et à l'époque, on avait 3500, donc 2% dans l'enseignement supérieur. Et dans le primaire, entre le primaire et le secondaire, vous voyez 69, on a 17%. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ne font plus la suite de leur scolarité. Et si on regarde l'université, toujours la même chiffre, c'est surtout la faculté de sciences économiques, ce qu'on appelle, et puis la faculté de lettres, on appelle la République populaire de Chine, donc l'AES. Alors, que faire après le bac? Parce que ça c'est la question. Il y a le bac, oui, mais il y a des gens qui ont le bac jusqu'à présent. Donc le métier de la science, de la santé, il y a plusieurs métiers qu'on peut faire après le bac. C'est ce qu'on a affiché ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est quelques étudiants qui étaient là il y a 5 ans. Ce qui nous intéresse, c'est les métiers de la science, parce que la science actuellement est devenue un élément clé partout, même dans l'histoire, l'archéologie. La mosquée de Tsaoeni, on a pu la dater en prenant donc le carbone 14. Et donc, ce sont des scientifiques qui vont faire ça. Il y a aussi les terres, les êtres vivants, l'univers, les mathématiques, mon collègue va l'expliquer, la chimie, la physique, la science médicale, les technologies et l'enseignement, c'est ce que nous faisons donc à l'université. Alors, pour ceux qui veulent travailler plus tard, les scientifiques, pour les métiers, en histoire, il y a ce qu'on appelle l'archéologie. Il y a tout un métier, il y a les ingénieurs. Vous savez qu'il y a un an, je crois, on a découvert en Afrique que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire, mais ce sont des scientifiques. C'est-à-dire qu'on a trouvé les premiers squelettes au niveau de l'Afrique et il faut l'étudier sur le plan scientifique comme on étudiait des humains. Toujours dans les sciences et l'histoire, il y a ce qu'on appelle la géométrie, la paléontologie, et puis les ingénieurs en recherche pour analyser les sources anciennes. C'est-à-dire quand vous avez un manuscrit, ce n'est pas un historien qui va le faire. C'est un scientifique qui va être capable de dire que ce manuscrit a été trouvé au 1er siècle avant Jésus-Christ ou après, en travaillant sur des éléments clés d'évaluation, soit chimiques, soit biologiques. Alors, les mathématiques, on va les voir, et avec mon collègue, il y a la Terre et les êtres vivants. La Terre, la première des choses, c'est l'agronomie. Donc, on peut faire la fac de sciences, arriver à la licence, faire un concours et rentrer dans une école d'ingénieur pour être agronome. Mais on peut aussi être aquaculteur. Il y en a certains qui ne connaissent pas ce que c'est l'aquaculture, mais c'est le fait d'élever des poissons dans des situations pas exactement à la mer, mais en créant une industrie au niveau de la... Donc on fait les poissons, mais ils ne sont pas dans la mer. Donc il faut étudier l'alimentation, comment les faire vivre, etc., etc. Il y a les bio-ingénieurs. Il y a les bio-ingénieurs en technologie de l'eau. Je vous dis, à chaque fois que je commence mon cours, que si nous avons un problème à la Mamoué, nous avons 2 ingénieurs spécialisés dans l'eau. On a à peine 2 à 3 ingénieurs électriciens. Sur 600 personnes qui travaillent à la Mamoué, on a 3 ingénieurs électriciens et à peine une dizaine de techniciens supérieurs à l'électricité. Comment voulez-vous avoir de l'électricité? Alors, et ça aussi, ça fait partie, il y a des bio-ingénieurs horticoles. Vous avez mangé des pommes de terre récemment, qui étaient moins chères. Dans certains pays, on développe ça soit sous forme de serre, soit sous forme
mais on développe ça de manière à produire de manière industrielle. On ne peut pas le faire ici au Comores parce qu'on n'a pas les éléments qui sont formés pour. L'horticulture, c'est les fleurs. Habituellement, ce n'est pas dans notre culture d'offrir des fleurs à sa mère ou à sa soeur ou à son amant. Mais on peut le faire pour le vendre à l'extérieur. Donc on a une école d'horticulture qui est en Vouni. Également, vous avez les métiers du biologiste. Monsieur le doyen a parlé, il y a le biologiste marin. Vous savez que jusqu'à présent, c'est toutes les richesses des Comores, on n'a pas exploité aucune richesse. On a un parcs marins, mais pour le moment, ce qui est au fond de la mer, on ne le sait pas. Alors, je crois qu'on a commencé une licence l'année dernière, on espère qu'ils vont continuer en master. Il y a les botanistes. Les botanistes, c'est les gens qui étudient les plantes. Vous avez quelques spécialistes chez nous ici, vous avez Daroussi, Madame Andilia, vous avez un certain nombre de botanistes, mais nous aurons besoin au moins d'une cinquantaine de botanistes si nous voulons évoluer dans les 5 prochaines années. Il y a ce qu'on appelle les chercheurs en biologie, les climatologues. On a un collègue ici qui est spécialiste donc, du climat, M. Paris, et avec les changements climatiques, on a très peu de climatologues. Il y a les démographes, les entomologistes. Les entomologistes, on a quelques personnes ici, en particulier, je peux lever la main, mais on n'en a pas suffisamment. Parce que ceux qui font entomologie, une fois rentrés au Comores, ils deviennent directeurs de cabinet. Il y a les ethnologues. On peut aller aussi sur les sciences de la Terre. Je pense qu'on va vous les montrer, les géochimies, les géologues. Vous connaissez votre ami responsable de l'ODK, M. Alex Soulet, les géophysiciens, mais on va en parler. Mais ce que je voulais parler, c'est les hydrobiologistes et surtout les ingénieurs qui travaillent au niveau aussi de la météorologie qui ont un rapport avec le développement de l'agriculture. Il y a les microbiologistes aussi, il y a les océanographes, et puis on a les techniciens. Parce que si on ne peut pas être docteur, si on ne peut pas être ingénieur, mais on peut être un très bon technicien, notamment au niveau de la volcanologie ou au niveau de l'hydrobiologie. Et puis il y a la cartographie, ça c'est à cheval entre les mathématiques, mais également la biologie, parce qu'on fait beaucoup de cartographie, de géomaticiens. Je crois que vous en avez vu quelques-uns cette année et l'année dernière. Tous ces métiers sont fondamentaux. Et puis, il y a tous les métiers qui sont en rapport avec les sciences humaines et sociales, qui permettent le traitement des données. Donc, ce sont les spécialistes qui s'occupent des bases de données. Il y a les ingénieurs en recherche, en production de données. Il y a ce qu'on appelle l'analyse de représentation spatiale. C'est-à-dire, si vous étudiez la population de Moroni, de Moutsamoudou, de Fomboni, on peut, avec la cartographie et les sciences humaines, étudier un petit peu comment les gens se logent et comment ils vont se mettre ensemble. Et ça, c'est une science qui se développe actuellement et qui permet de comprendre les mouvements de la population. Et puis, il y a l'univers, les astronomes et les ingénieurs de données de référence donc, spatiales. Vous avez des écoles à Toulouse, mais aussi dans le monde entier, mais il faut être très très bon et ça va être expliqué. Bon, la physique, la chimie, ça va être dit, la biochimie, ça va être présenté également, et vous avez beaucoup de biochimistes ici qui peuvent vous donner. Biochimie, c'est biologie et chimie. Donc, vous avez H avec... Et c'est important parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, parce que la biochimie peut donner à la santé, elle peut donner à l'alimentation, elle peut donner à plusieurs disciplines. Et puis, vous avez l'expérimentation, c'est-à-dire ceux qui font la recherche. Si vous avez votre portable, je vais vous expliquer que le portable que vous avez, décidément, il y a un problème avec les micros. Ah bon? Il paraît que ceux qui sont à l'extérieur, ils entendent. Ça c'est la science. Ça, c'est la science. Ceux qui sont dehors entendent et ceux qui sont dedans n'entendent pas. Bien, je suis en train de dire que la plupart d'entre vous, ils sont nés en 96 ou 97. En 97-98, le portable, c'était une valise qu'on portait sur l'épaule. Le téléphone portable. Et on se promenait avec ça. Arrivé en 2000-2002,
ça devient, vous connaissez les Nokia, même si vous le jetez par terre, vous jouez au football, ça ne se cassait pas. Et puis on est arrivé, on a rendu miniature le portable actuellement, et tout ça, c'est la recherche, c'est l'expérimentation. Donc je sais que vous êtes des utilisateurs, et puis il y a la science médicale. Si vous faites la science, vous n'allez pas être médecin à la faculté des sciences. Vous n'allez pas être pharmacien à la faculté des sciences. Mais vous pouvez faire de la recherche, faire de la biologie médicale et travailler avec les médecins dans les domaines qui sont les plus importants. Et nous aurons aussi la discussion là-dessus. Vous avez les métiers d'infirmiers, de sage-femme, l'épidémiologie, c'est-à-dire étudier les maladies, comment ils se transmettent. Et vous avez les médecins qui sont médecins et qui vont faire des formations pour devenir biologistes. Il y a les préparateurs en anatomie, etc. Et puis également, il y a la cancérologie, parce que pour traiter les cancers, on fait la chimiothérapie ou la radiothérapie. Ce sont des scientifiques qui font ce travail. Et puis l'expérimentation animale. Donc vous avez des ingénieurs qui sont là pour tester. Parce que j'ai dit, les médicaments, on ne les teste pas chez les humains. La pharmacologie, ça permet de tester chez les animaux et de passer ensuite à la phase de test au niveau des humains. Et puis il y a les technologies, il y a la bioinformatique, la biotechnologie, donc tout ceci, quand on dit bio, c'est que c'est un rapport avec le laboratoire, c'est un rapport avec la recherche au niveau biologique. Et puis il y a l'enseignement. Donc certains d'entre nous ont choisi être enseignants-chercheurs, en environnement, en santé, tout ce qu'on veut, mais ça permet de dispenser donc les connaissances. Alors, pour se former, la plupart des gens choisissent de se former à l'étranger. Donc dans le début des années 50, tout le monde allait à Madagascar, et puis dans les années 60, les gens allaient en France. Voici les premiers étudiants en France, donc dans les années 50. Voici les quelques étudiants peut-être que vous allez le connaître. Et puis, après l'indépendance, on a commencé à aller en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Maroc, et à l'URSS, en Iran, au Burkina Faso. Et là, vous avez quelques étudiants que vous voyez ici. C'est l'ancien président. Et ensuite, on a créé l'enseignement supérieur ici, avec l'école de santé, l'école de Wani, de Nironzi, l'école d'agriculture. Et on a, depuis la rentrée 2009-2010, on a donc les bacheliers qui s'inscrivent à l'Université des Comores et surtout les universités extérieures où on a ceux qu'on appelle jeunesses, parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils veulent réussir le premier cycle ici, parce qu'ils ne veulent pas aller faire des aventures à l'extérieur, et la solution qui s'offre, c'est de rester à l'Université des Comores. Et puis, voici les quelques étudiants qu'on fait ici. Et puis vous avez les futurs Joviens. Eux, ils veulent avoir une bourse, ils veulent avoir un financement par un parent, tonton surtout, et souhaitent avoir un diplôme de pays étranger et avoir plus de liberté, c'est-à-dire faire ce qu'on veut à l'extérieur. Donc si on regarde les chiffres, on voit bien que c'est en 2011, en Égypte il y avait 5000, dont la moitié voulait partir en France. Madagascar, 4900. En France, il y avait 1400. Sénégal, 1400. Et en Chine, 35, etc. Et c'est un total de 10 000 étudiants à l'extérieur. Alors, proportion des cadres qui sont recrutés. Si vous finissez vos études, alors, quels sont les secteurs qui recrutent? Généralement, c'est l'administration publique. Vous faites sciences, vous faites médecine, vous faites tout ce que vous voulez. 70% des gens qui terminent leurs études, ils rentrent dans la fonction publique. Vous regardez l'agriculture, pêche, 1%. L'industrie, 0,9%. Électricité, 2%. Donc vous voyez, autres services, c'est tous les services que vous pouvez travailler. Donc en fin de compte, il faut renverser la situation. Il faut que les métiers de la science puissent aider au développement du pays. Que faire? Bonne question. Je vous remercie. Je n'ai pas vu de femme conférencière ou professeur, mais quand j'ai vu tout le potentiel qu'il y a, je suis rassurée. Je ne suis pas conférencier, je ne suis pas professeur, je suis un entrepreneur. Je me suis permis de venir aujourd'hui sur la sollicitation du doyen parce que j'ai été aussi scientifique de formation. Je suis
biochimiste, j'ai fait de l'environnement, du traitement de déchets. Les exemples qu'on vous a cités, je les ai faits. Mais j'ai fini par être entrepreneur. Donc pour dire que les études qu'on fait au départ n'est pas forcément après la finalité au point de vue professionnel, au point de vue socio-professionnel. Donc, monsieur le doyen m'a sollicité pour venir vous parler un peu de l'entrepreneuriat en général, et en particulier de l'entrepreneuriat durable. Puisque, comme le dit le contexte, vous le saviez, puisque vous êtes des scientifiques, donc vous devez vous intéresser à ces choses-là. Depuis le sommet de la Terre de Rio en 92, et plus précisément depuis le lancement en 99 par l'ONU du Pacte mondial, la création de valeurs sociales et environnementales est placée au cœur des préoccupations citoyennes et des responsabilités sociales des entreprises. Donc moi-même, en tant qu'entreprise, quand je suis venue créer mon entreprise CBE ici au Comores, il a fallu que je réfléchisse sur les impacts de l'environnement et sur ce que mon entreprise peut faire dans le cadre du développement durable. Et en même temps, l'entrepreneuriat reste le moyen d'augmenter la productivité et l'innovation. Vous faites des études, comme m'a dit M. Blake tout à l'heure. J'espère que vous n'espérez pas entrer dans 70% d'administratifs qui pilulent dans nos administrations. J'espère que chacun de vous, vous avez déjà un projet, même si, comme partout au monde, monsieur le doyen, l'orientation des jeunes reste un grand problème. Même dans les pays très très développés, mais à la sortie du lycée, rares sont les jeunes qui savent exactement ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc ce sont des choses qui se développent au fur et à mesure, et ce sont des choses qu'il faut vraiment prendre au fond de soi. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je compte faire de ma vie? Et dans quelle orientation je vais aller? Je vais vous donner l'exemple très très court d'une jeune fille qui vient d'avoir le prix de Synergie Jeune Maurice cette année. C'est une fille de Dembéni qui a décidé tout simplement de valoriser les nsambou en les préparant en farine et en pré-cuit. Et avec ça, à Maurice, quand elle a dit « moi je veux revaloriser mon alimentation de base, donner de nouveau envie aux jeunes de manger local », elle a gagné le prix Synergie Jeune de l'Océan Indien. Donc l'objectif pour l'entrepreneuriat durable, l'objectif c'est de répondre aux défis socio-économiques et environnementaux en maximisant le bien-être et en régénérant la planète pour permettre aux générations futures d'y vivre, d'où le concept d'entrepreneuriat durable. Donc c'est une étude que je me suis inspirée de jeunes femmes, ce sont les femmes d'aujourd'hui, qui se sont intéressées sur le développement durable en question et qui se sont penchées sur l'entrepreneuriat durable parce qu'elles ont réalisé que les gens, en fait, ce concept, on dit entreprendre, protéger l'environnement, mais le concept reste flou. Donc elles ont décidé d'expliquer d'une façon très simple ce contexte d'entrepreneuriat durable et c'est ce que j'essayais de vous transmettre. Donc il y a 4 types d'entrepreneuriat orientés vers la durabilité. L'écologie, ce qu'on appelle aussi pionnier, en rapport avec pionnier, l'économie, donc l'entrepreneur, et la société, le bien-être de la société, l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat durable, vous êtes des scientifiques, se retrouve à l'intersection de ces 3 grandes sections. Donc le 4e type d'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat durable qui se retrouve à l'intersection de ces 3 grosses sections, écologie, économie, société. Donc l'écopreneuriat. Moi je pense que CBE, qui est une société de concassage, se retrouve dans ce cadre-là. C'est une entreprise en fait, qui génère des revenus en résolvant des problèmes environnementaux. C'est le cas puisque nous, quand on a créé le concassage, on s'est dit, pour éviter que les personnes aillent puiser nos littoraux et utilisent le sable de mer, on va concasser du gravier, des cailloux, pour leur produire du sable et éviter qu'ils aillent détériorer le littoral. Donc on a quand même respecté cette problématique environnementale. Mais la réussite financière constitue la finalité. Notre finalité reste quand même de gagner de l'argent. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de richesse, on parle de gain d'argent, on parle de développement économique. Tire parti des solutions existantes, souvent de manière originale. Donc,
Il n'y a pas eu d'innovation particulière. Il a suffi de trouver l'idée, chercher des machines, concasser. Donc c'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas eu d'innovation, proprement dite. Et vise le marché de masse parce que ça concerne toute la population. Ce n'est pas une classe de population, mais toute la population. Donc ça, c'est l'autopreneuriat. Le bionier. C'est plus ceux qui veulent résoudre des problèmes environnementaux tout en générant des revenus. Mais l'innovation passe avant tout. La réussite financière, ensuite. Donc il faut déjà chercher l'innovation. C'est ceux qui ont inventé les panneaux solaires, ce genre de choses, l'éolienne, dans le cadre de l'énergie renouvelable. L'innovation se trouve au cœur du métier, mais vise quand même des marchés de niche. Parce que si on en est là, nous au Comores actuellement pour l'énergie renouvelable, c'est parce que ça coûte encore très très cher de se mettre au solaire ou à l'éolienne. Donc ça vise encore une population qui a des moyens. C'est pour ça qu'on appelle ça, c'est pour ça qu'on dit qu'il vise des marchés de niche, une petite part de la population, pas une population de masse. L'entrepreneuriat social. Celui-là, il résout plus les problèmes sociaux et crée de la valeur pour la société. L'aspect économique est considéré comme un moyen, mais non une finalité. Ça peut même être une entreprise, pas une entreprise, mais une association ou autre à but non lucratif. C'est les personnes qui se mettent au service de certaines coopératives agricoles, pourquoi pas, ceux qui créent des programmes informatiques pour les sociétés en philanthropie, par exemple. C'est de l'innovation sociale. Ils ne réclament pas de la logique de marché, puisque pour eux, le problème n'est pas vraiment l'argent. Mais en même temps, on le met dans le cadre de l'entrepreneuriat durable, parce que pour faire du bon entrepreneuriat, il ne faut pas négliger ce côté social. Les conditions de travail, ça c'est du social. Il y a toute une partie du social qui n'est pas valorisée par de l'argent, mais qui doit être pris en compte pour vraiment réaliser ce qu'on appelle l'entrepreneuriat durable. Donc l'entrepreneuriat durable, il résout donc des problèmes environnementaux, sociétaux, tout en étant très performants financièrement. Donc il regroupe le tout. La réussite financière constitue à la fois la finalité et un moyen d'atteindre les objectifs. L'innovation doit être durable et généralement radicale. Il vise cette fois-ci des marchés de masse. En ce qui nous concerne, on conçoit tous que notre économie doit forcément tourner sur tout ce qui est agriculture, parce que c'est tout ce qu'on a. Et à la limite, voir les énergies renouvelables. Donc moi, je me suis permise de vous donner des exemples de secteurs qui sont qu'on peut facilement mettre en place chez nous. Donc tout ce qui est production des produits finis, adaptés aux habitudes alimentaires locales, en substitution aux produits finis importés et chers, comme l'a développé la demoiselle dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est l'agroalimentaire. Tout ce qui est la promotion du secteur agricole, dans une approche de développement durable. J'y insiste parce qu'en ce moment, on continue à importer des tomates, des oignons, de Dar es Salaam, de Madagascar, ce qui est ridicule. On continue à importer des songes, ce qui est ridicule. On a la possibilité de produire ces produits-là chez nous. C'est notre produit de base. Mais par contre, il y a un petit revers du couteau, parce qu'il y a quand même des agriculteurs qui utilisent énormément de produits chimiques, parce que c'est la seule façon pour eux d'avoir très vite de l'argent, de produire en masse. Et promouvoir le secteur agricole dans une approche de développement durable, ça vise un peu ce secteur-là, mais en évitant d'utiliser des produits toxiques. Décentralisation du réseau d'électrification par une multitude d'unités locales, micro-hydrologiques et d'unités photovoltaïques. Je pense qu'il y a la possibilité de mettre en place ce genre de choses chez nous. Donc les exemples de secteurs à développer. Et je me suis permis de vous mettre l'agronomie, de mettre en exergue l'agronomie dont on vous a parlé tout à l'heure. Parce que je pense que c'est une science qui est très sous-estimée chez nous. Il n'y a pas beaucoup d'agronomes. Combien il y a combien d'agronomes au Comores, je me soulève? À peine une dizaine pour un pays qui ne peut vivre que de l'agriculture. Pour des espaces verts tout étendus, moi je trouve un peu ça dommage. Donc je vous l'ai mis pour que vous sachiez au juste, parce que je pense qu'il y a peut-être une sous-estimation de ce secteur, que vous sachiez que c'est un secteur noble,
C'est une science qui étudie la relation entre le sol, le climat, les plantes cultivées, les techniques culturelles appliquées par les agriculteurs. Parce que je peux être agriculteur, je peux avoir des hectares et des hectares de terrain, mais je ne pourrais pas maîtriser le climat ou les plantes pour pouvoir développer mon affaire. Et c'est peut-être pour ça que nos agriculteurs n'arrivent pas vraiment à développer ce secteur. Le champ d'action des ingénieurs agronomes, donc j'ai mis un exergue, ingénieur agronome, pour dire que quand on est agronome, on n'a pas seulement un bac plus 2, mais on peut aller jusqu'à bac plus 5 et plus. Et c'est toutes les étapes de la chaîne de production agricole, que ce soit la création du matériel agricole, non bio, ou à la recherche pour le renforcement de la résistance du végétal. Il veille à l'amélioration des techniques de production des sols. Donc voilà, j'espère que je vous ai apporté, et je vous ai mis aussi le fiche métier de l'ingénieur agronome, pour ceux qui sont intéressés à aller dans ce domaine. Et je vous remercie de votre attention. De la géologie. Je vous présente des petits plans, une introduction, une formation et diplôme, les métiers, les missions du métier géologue et les différentes disciplines intéressées à l'eau. Voilà. Donc, c'est une petite introduction qui montre que les géologues, c'est le tout bip de la planète. Ça veut dire que c'est lui qui résout tous les problèmes qui se posent au niveau de la Terre. Et la géologie présente beaucoup de chemins. Par exemple, la géologie, parmi les disciplines de la géologie, il y a la géophysique, la paléontologie, l'hydrologie, la géologie pétrolière et de même la cartographie, la sismologie, la géochimie et pédologie, et ainsi de suite. Donc, en amont, vous savez qu'un géologue, une personne ne peut pas être toutes ces formations-là. Donc, il y a beaucoup de spécialités dans l'avenir. Donc, formation et diplôme. Pour être un bon géologue, il faut avoir au minimum bac plus 5 ou bien bac plus 6. Mais après une licence de la Terre, les étudiants peuvent préparer un master de recherche ou professionnel en sciences de la Terre avec une spécialisation en géologie. Soit 5 années d'études après le bac général scientifique, ce niveau permet d'accéder facilement à la profession. On peut citer le master de recherche et professionnel sciences et génie de l'environnement, le master de la science de la Terre, de l'environnement et des planètes, le master de recherche au domaine sciences et technologies, mention sciences de l'univers et environnement, et puis écologie, spécialiste géosciences et géomatériaux. Donc voilà les différentes disciplines de la géologie. Il y a l'hydrogéologie et la géologie. Donc l'hydrogéologie c'est quoi? C'est l'étude des eaux souterraines. L'hydrogéologie fait intervenir les études des eaux souterraines. Et puis on a l'océanologie, c'est l'étude des océans. Et puis il y a la géothermie. Quand tu t'es spécialisé en géothermie, ça veut dire que tu es capable de nous donner de la lumière vu que la marée n'arrive pas à nous alimenter correctement. Donc il y a la volcanologie. Donc c'est une partie encore de la géologie. Donc si vous êtes volcanologue, vous pouvez aller, vous savez que notre pays c'est un pays qui est exposé au volcan. Donc si tu fais de la volcanologie, tu peux nous apporter beaucoup d'aide sur l'aide des volcans. Et puis il y a la sédimentologie. La sédimentologie, c'est une partie de la géologie qui étudie tous les sédiments pour la formation des roches sédimentaires. Donc il y a la granulométrie. La granulométrie, c'est une partie encore de la géologie. Et cette partie de la géologie, il nous donne la taille des grains, parce que vous savez que la taille des grains vous informe sur les types des écoulements souterrains et la porosité du sol. Et puis il y a la technique de construction. Quand tu es géologue, pour construire un immeuble, il faut toujours faire appel à un géologue. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sait que ce terrain-là
vous ne pouvez pas construire parce qu'il y a une nappe souterraine. Donc si vous construisez cette maison-là, vous êtes dans un risque majeur. Donc, par exemple, dans les zones inondables, c'est pas la biologiste, mais c'est le géologue qui va donner les instructions que ça c'est une zone très exposée au danger. Donc, il ne faut pas construire dans cette zone-là. Donc, vous voyez que la géologie ouvre beaucoup de chemins dans l'avenir. Et puis, le risque naturel. Et puis, de l'autre côté, on a la sismologie. Et la sismologie, c'est une partie encore de la géologie qui étudie le mouvement sismique de la Terre. Et ces mouvements sismiques de la Terre, ils nous renseignent sur les tremblements de terre et pas seulement ça, parce que pour la prospection géophysique, on utilise les méthodes qu'on appelle les méthodes sismologiques pour détecter s'il y a du pétrole ou bien s'il y a de l'eau au niveau de la Terre. On utilise les méthodes sismologiques. Et la stratigraphie, c'est une partie encore de la géologie qui étudie comment les strates sont superposées dans le temps. Et ces strates-là, ils nous donnent une idée sur le temps géologique. Et puis, il y a la géophysique. La géophysique, c'est l'application de la physique à la géologie. Ce sont des techniques physiques, mais ces techniques physiques, ils sont appliquées à la géologie pour surtout la prospection, qui soit pétrolière, qui soit minière, donc on utilise la méthode géophysique. Et puis il y a la cartographie, donc comme ici on préfère une cartographie de tous les minéraux qu'on a dans le pays. Et puis il y a la géologie des hydrocarbures, c'est une partie encore de la géologie qui détecte la production. Maintenant où nous sommes en train de penser que nous avons du pétrole. Donc, vous, les jeunes générations qui viennent, si vous êtes dans ce domaine-là, vous pouvez apporter beaucoup de choses dans notre pays. Et puis, il y a la géotechnique. La géotechnique, par exemple, la construction des ponts, la construction de tunnels. Tout ça, c'est les géologues qui appellent. Tout ça, à chaque endroit, c'est les géologues qui appellent. Et puis, il y a la glaciologie. C'est une partie de la géologie qui étudie les glaces, les glacières. Donc, parmi les missions variées, de la géologue, on compte la gestion des risques naturels, comme les risques sismiques, volcaniques, mouvements de terrain, inondation, sécheresse. Donc, cadre de projet aménagement, quand on fait l'aménagement du territoire, on a besoin des géologues, de forage pétrolier, géothermique, ou bien dans le domaine environnemental. Bon, c'est tout ça, ce sont les fonctions. Donc, je vais m'arrêter sur ça, sur les différentes disciplines intéressantes. Pourquoi? Parce que moi, je suis un hydrogéologue. Donc, et actuellement, avec le doyen, nous sommes en train de penser, dans les années à venir, à préparer un master professionnel sur l'eau, et puis une licence professionnelle sur l'eau. Et c'est un projet qui sera financé par le Fonds vert. Ça veut dire que c'est un fonds destiné aux pays pauvres pour le changement climatique. Donc, d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, si tout va bien, donc ça veut dire que c'est votre promotion qui va profiter de ça. Donc nous aurons un master, nous allons créer une licence professionnelle sur les différentes disciplines concernant l'eau. Et parmi les disciplines qui concernent l'eau, il y a ce qu'on appelle de l'hydrographie. Et l'hydrographie, c'est quoi? C'est une discipline, une partie de la géologie encore, mais c'est de la géologie appliquée, mais il sert à étudier tous les cours d'eau du pays. Calculer leur débit, comment savoir comment le pays, est-ce qu'il a beaucoup de cours d'eau, pourquoi il s'assèche. Donc c'est ce qu'on appelle de l'hydrographie. Et l'hydrométrie, en gros, c'est une partie de l'hydrologie, ça veut dire de l'eau, qui étudie les débits de tout ce qui est cours d'eau. Maintenant, il y a l'hydrochimie. L'hydrochimie, c'est une partie encore de l'hydrologie, mais cette partie-là, il étudie la chimie de l'eau. Comment est composée l'eau en matière chimique. Et puis il y a l'hydrologie. L'hydrologie, il concerne le cycle hydrologique, le cycle de l'eau, parce que vous savez qu'il y a la pluie qui tombe, il y a le ruissellement, il y a l'évaporation, c'est un cycle. Donc, et l'hydrologie, il étudie les étapes du cycle de l'eau et ses effets.
Donc, et puis il y a l'hydraulique. Quand on parle de l'hydraulique, ça veut dire que c'est une partie encore de l'hydrologie, mais il s'étudie sur les infrastructures hydrauliques. Et puis il y a l'hydrobiologie, comme le docteur Owen l'avait cité. L'hydrobiologie, ça c'est une partie de l'hydrologie, mais celui il est concerné surtout sur les éléments biologiques qui se trouvent dans l'eau. Et puis le plus grand c'est l'hydrogéologie. Lui, il englobe toutes les parties qui sont, on les avait citées ici. Donc, je vais vous montrer quelques photos du domaine de la géologie. Vous voyez la femme là, il est en train de récupérer un échantillon pour l'analyse de l'eau. C'est toujours un géologue. Et ce que vous voyez au milieu, ça c'est des minéraux. Ça veut dire que ce sont des produits qui peuvent par exemple apporter par exemple le diamant, tout ça, c'est pour vous montrer. Et ici, je montrais un tunnel. Et le tunnel, pour construire un tunnel, il faut un géologue pour donner la matière de la roche. Est-ce que c'est une roche très tendre, très dure? Est-ce qu'on pourrait faire le forage pour pouvoir faire le tunnel? Donc c'est un géologue qui est appelé. Et ce que vous voyez en bas, ça c'est un gisement d'or. C'est toujours le géologue qui est capable de détecter les gisements. Et puis après, comme vous voyez ici au milieu, ça c'était un gisement pétrolier. Et c'est toujours des géologues qu'on avait besoin des géologues. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est le centre de surveillance de catastrophes naturelles, plus précisément les volcans. Et vous voyez toutes ces machines-là. Et à côté, vous voyez les coulées de lave. Ce sont des métiers toujours des géologues. Bon, pour finir, j'ai un conseil à vous donner. Notre pays a besoin des géologues. Parce qu'avant cette science-là, nos précédents, je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez, même au niveau de l'université, nous avons peu de géologues. Donc c'est mieux de vous forger, parce que ce n'est pas un travail aussi facile de vous forger pour venir des géologues, parce que le pays est jeune et le pays a besoin des géologues pour se développer. Merci.